Bien, alors bonjour à tous. Nous allons donc là entamer directement le cours. Je ne vais pas faire une nouvelle intervention au sujet de l'actualité linguistique et politique. On verra la prochaine fois. Je vais donc aujourd'hui terminer le programme du semestre en vous présentant quelques éléments de sémantique grammaticale. Donc, je l'ai dit, je l'assume pleinement. Ce cours sur la signification et les théories linguistiques aura été tout à fait centré sur la sémantique lexicale. Je reprends donc ce fil que nous avons suivi à partir de la linguistique de Gustave Guillaume, qui est vraiment un exemple tout à fait caractéristique d'une certaine manière d'aborder la sémantique sous l'angle de la sémantique grammaticale. C'est un auteur, je l'ai dit, de référence qui aujourd'hui est encore utilisé, cité par un certain nombre de linguistes, qui est aussi considéré comme dépassé par d'autres linguistes, mais c'est toujours assez compliqué de dire qu'on dépasse un linguiste ou qu'on dépasse un philosophe. Il y a chez Guillaume, si vous voulez, quelque chose qui va très au-delà de la simple technique linguistique, de la simple modélisation linguistique. Il y a une véritable philosophie du langage sous-jacente chez Guillaume, et au fond, il est autant philosophe du langage que linguiste, ce qui fait qu'au fond, on peut difficilement, on peut l'améliorer sur certains aspects techniques, mais il y a un certain nombre d'idées générales qui demeurent des idées tout à fait crédibles et pertinentes pour la linguistique contemporaine. Donc c'est pour cette raison que je vous parle de cet auteur un peu ancien et pas, disons, d'auteurs extrêmement récents sur ces questions. Vous savez que souvent en linguistique on redécouvre l'Amérique. Je veux dire, un auteur récent va dire qu'il invente telle théorie alors qu'il y a toute une histoire des concepts. Passons. Alors, on a vu donc un certain nombre de concepts de base. Je pensais être suffisamment en retard pour être plus en retard que le plus en retard des étudiants, mais non. Installez-vous. Donc, quelques concepts, je les rappelle simplement rapidement ici, la notion de temps opératif, qui est absolument centrale et qui est vraiment la grande originalité, si vous voulez, de la psychomécanique du langage ou de la linguistique guillaumienne. Temps opératif qui est omniprésent, qui est vraiment un concept de l'analyse linguistique, qui se traduit notamment par le fait que les phénomènes linguistiques sont vus comme des processus. L'opposition langue-discours, qui elle aussi implique la notion de temps opératif. Opposition langue-discours qui inclut le temps opératif dans la mesure où il y a une transition de la langue au discours, un processus qui va de la langue au discours. On a vu également la distinction entre signifié de puissance et signifié d'effet, le signifié de puissance appartenant au plan de la langue et le signifié d'effet au plan du discours. Nous avons vu également que la schématisation de ce temps opératif prenait la forme de ce que Guillaume nomme un tenseur binaire, sous forme de deux tensions, l'une qui va donc du général ou de l'universel au singulier ou au particulier, et l'autre qui repart du particulier ou du singulier vers le général ou l'universel. Bon, ce tenseur binaire est propre effectivement à la linguistique guillaumienne. C'est un certain nombre de linguistes qui s'inspirent de la linguistique de Gustave Guillaume ne retiennent pas forcément cette schématisation. Disons que c'est une manière de marquer. D'ailleurs, chez Guillaume, il y a plusieurs types de schématisation, mais c'est une manière de symboliser ou de figurer, si vous voulez, certains types de processus. Enfin, donc, nous avons vu que la langue pouvait être conçue comme un système intégrant de systèmes intégrés, les systèmes intégrés étant le système du mot, des parties du discours, de l'article, au centre donc de l'article du nombre, et puis peut-être un peu plus loin du centre, le système du verbe. Alors, je vous ai exposé le système du mot, qui donc vaut pour n'importe quel mot,
qu'il soit lexical ou grammatical, au fond. Donc, ce système du mot qui est donc le mode de formation du mot, vous voyez que l'idée, c'est que, au fond, si on va jusqu'au bout de l'approche guillaumienne, on ne mémorise pas des mots, mais on mémorise des processus de construction des mots. Donc, ce processus de construction du mot ou de formation du mot part de l'universel pour aller vers le particulier, vers le singulier. C'est un mouvement de particularisation qui correspond, je vous l'ai expliqué la semaine dernière, à un mouvement de réduction de l'extension du nom, ou du concept plutôt. Arrivé au point où la particularité souhaitée est suffisante, correspond aux besoins d'expression, je peux à certains moments avoir besoin d'un concept d'une extension extrêmement restreinte, je ne sais pas, chaise pliante par exemple, mais je peux aussi avoir besoin d'un concept d'une extension moins restreinte, si je dis meuble. Bon. La différence entre ces deux concepts va être que le mouvement d'interruption du mouvement le moment d'interruption du mouvement de particularisation va être plus précoce pour meuble que pour chaise pliante. Bon. Donc quand on aboutit au particulier, enfin au type de concept, à l'extension souhaitée pour les besoins discursifs, on aboutit seulement à un concept et à ce moment-là, on a besoin que ce concept devienne un mot et donc qu'il prenne des caractéristiques grammaticales, ce qui est nommé ici l'opération de morphogénèse. La morphogénèse aboutit à une partie du discours, n'importe quel mot dans une langue appartient à une partie du discours, à une classe qui se caractérise par un comportement grammatical, et à ce moment-là, le mot est en quelque sorte reversé à l'universel en tant qu'il devient une partie du discours comme n'importe quel autre, ou une partie de langue, si on veut respecter l'idiome guillaumien. Deuxième système que nous avons examiné, le système de l'article, donc, où le signifié de puissance de chaque article est vu comme un mouvement de pensée allant ou bien vers le particulier ou bien vers l'universel. L'article indéfini étant caractérisé par une tension particularisante et l'article défini par une tension généralisante. Et nous avions vu que différents emplois, différents signifiés d'effet pouvaient être produits en fonction du moment où s'interrompt le mouvement de particularisation de l'article 1 ou le mouvement de généralisation de l'article le. Vous voyez ici, donc, je ne vais pas les rappeler en détail, nous avons déjà vu cette question la semaine dernière, mais 4 saisies possibles. Au plan théorique, il peut en exister d'autres, entre la 1 et la 2 par exemple, ou entre la 3 et la 4. Je précise que c'est évidemment une version simplifiée du système de l'article parce qu'il n'inclut pas le problème du pluriel, qui change la donne quand même, qui n'inclut pas non plus l'article partitif. Bon, donc pour comprendre complètement le système de l'article chez Guillaume, il faudrait ajouter ces notions-là que je n'ai pas le temps de vous exposer. Simplement, ce que je dirais en plus, en élargissant au-delà du guillaumisme à partir de cette présentation, au fond, du fonctionnement de l'article, parce qu'on peut se demander, si vous voulez, quand vous expliquez à des gens, quand vous faites remarquer à des gens que le même article, si vous prenez une phrase comme « le chien aboie », c'est totalement ambigu, le chien aboie. Soit vous comprenez qu'il s'agit d'un chien de la voisine, un chien spécifique, et vous parlez de ce chien et vous dites « ah, le chien aboie », ça veut dire « tiens, quelqu'un doit passer dans la rue », quelque chose comme ça. Bon. Mais vous pouvez très bien comprendre par la phrase « le chien aboie », le fait que c'est une propriété générale des chiens d'aboyer. Comme vous diriez le chien aboie, le chat miaule, etc. etc. D'accord ? Donc, le même mot « le », dans une phrase donnée hors contexte, peut très bien avoir une valeur spécifique ou une valeur générique. Comment expliquer qu'un même mot ait ces deux sens si opposés, au fond ? Le même mot « le » permet à la fois de dire la plus grande généralité et la plus grande particularité.
c'est quand même étrange si on veut regarder les choses sous un œil. Pourquoi la langue française dispose d'un seul mot pour cela? De même, on pourrait faire le même raisonnement pour l'article indéfini. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, et peut-être les étudiants asiatiques qui sont ici ont ressenti ça, le fonctionnement de l'article en français, lorsqu'on n'est pas français et qu'on apprend cette langue, surtout quand on part d'une langue qui n'a pas d'article, c'est extrêmement difficile à manier. Pour les étudiants étrangers, le maniement de l'article, les subtilités d'emploi de l'article sont très complexes à maîtriser. Bien, alors vous voyez que l'intérêt de l'approche de Guillaume, c'est de nous donner une explication de la raison pour laquelle le même mot « le » ou le même mot « un » peuvent avoir ces deux valeurs tellement opposées. Comment expliquer ça autrement? Pourquoi, encore une fois, pourquoi il n'y aurait pas un mot pour dire la généralité, un mot pour dire la particularité? Eh bien non, le français s'est développé de telle sorte qu'on a deux mots, tous les deux peuvent dire la généralité et la particularité, mais ils permettent de dire deux formes de particularité et deux formes de généralité. Vous voyez? Deux formes de spécificité, deux formes de généricité. Une généricité orientée vers le particulier avec l'article 1, et je vous avais donné cet exemple lorsqu'on dit un enfant doit se coucher de bonne heure, on va prononcer cette phrase dans une situation particulière où, en fait, on dit une généralité en s'adressant à quelqu'un de particulier. Si, je ne sais pas, vous avez un neveu ou je ne sais quoi, vous êtes un peu jeune peut-être pour avoir un enfant, qui ne veut pas aller se coucher le soir, comme c'est le cas souvent pour les enfants, vous pouvez lui dire, écoute, un enfant doit se coucher de bonne heure. Les adultes peuvent dormir plus tard, mais un enfant doit se coucher de bonne heure. Vous lui dites ça. Il est en face de vous, vous dites une généralité pour situer son cas particulier. D'accord ? Mais jamais dans cette situation, vous lui direz, va te coucher, l'enfant doit se coucher de bonne heure. Ça, en français, c'est impossible. C'est-à-dire, on ne peut pas dire une phrase comme ça, on ne peut pas utiliser ce type de généricité dans un cas particulier. Donc, ça montre que les saisies 1 et 4, là, provoquent certes un effet de sens de généralité, de généricité, mais que cette généricité, qualitativement, elle est différente avec 1 et avec le. Et pour la saisie particularisante, on voit bien la différence. Le 1 particulier sert en général à introduire un référent nouveau dans le discours, tandis que le sert à faire référence à un élément déjà présent, soit dans le texte, soit dans la situation. Donc dans le texte, ce sera un emploi anaphorique. Si vous dites, si vous racontez une histoire, c'était l'histoire d'un enfant qui avait fait ceci, cela, etc., etc. Et puis plus loin, vous direz, l'enfant, un jour, tomba sur. Bon. Donc là, avec l'enfant, vous faites référence à un enfant particulier qui est l'enfant que vous avez introduit précédemment avec l'article indéfini. C'est ce qu'on appelle donc un emploi anaphorique de l'article défini. Mais vous pouvez aussi avoir un emploi anaphorique un emploi spécifique de l'article défini dans une situation où vous allez faire référence à un élément présent dans le contexte. Par exemple, je sais pas, ouvrez la porte. Si je dis ça à quelqu'un, ça fait référence à une porte qui est là, présente dans le contexte. Là, l'élément qui va me permettre d'identifier le référent visé par l'article, ça va être ce qu'on appelle la situation d'énonciation. C'est donc dans ce cas-là ce qu'on appelle un emploi déictique de l'article défini. Donc au fond, on pourrait considérer, vous vous souvenez le petit schéma qui distinguait le signifié de puissance, le signifié d'effet, les effets de sens. Bon, eh ben, on peut appliquer ça à l'article. Le signifié de puissance de l'article défini, par exemple, c'est le mouvement de généralisation, un pur mouvement de généralisation qui va s'appliquer au nom, etc. Mais le signifié de puissance, ça va être ça, ce mouvement de généralisation. Le signifié d'effet, ça va être, par exemple, pour donner les deux signifiés d'effet fondamentaux, ça va être soit donc un signifié d'effet spécifique, soit un signifié d'effet générique. Et ensuite, le signifié d'effet spécifique peut correspondre à deux effets de sens,
un effet de sens qui correspond à l'emploi anaphorique et un effet de sens qui correspond à l'emploi déictique. D'accord? Bon, alors, vous voyez en quoi ici les articles sont en fait des éléments porteurs d'un sens instructionnel. Pourquoi un sens instructionnel par opposition au sens descriptif des unités lexicales? Un sens instructionnel parce que l'article me dit comment je dois concevoir, pour employer un terme un petit peu général, mais comment je dois concevoir le référent visé par le nom. D'accord? Est-ce que je dois le concevoir dans sa grande généralité? Est-ce que je dois le concevoir dans sa spécificité, etc., etc. L'article, en d'autres termes, me permet d'actualiser le nom, selon la notion bien connue d'actualisation, me permet d'actualiser le nom, c'est-à-dire me donne des instructions pour savoir à quoi réfère ce nom. Parce qu'un nom, une unité lexicale, en langue, elle a un sens virtuel. Je veux dire que, un cheval, dans le dictionnaire, ça va être défini par un certain nombre de caractéristiques. C'est le niveau, si vous voulez, de la catégorie, hein, dont on a parlé dans toute la partie sur la sémantique lexicale. Mais, quand vous êtes en situation de discours, d'emploi du langage, vous n'êtes plus dans les catégories lexicales en général. Vous utilisez ces catégories lexicales ou ces catégories mentales pour parler de choses bien particulières, qui correspondent à un contexte. Bon. Donc dans ce cas-là, vous avez besoin d'outils pour faire en sorte que cette abstraction, en quelque sorte, de la catégorie se matérialise dans une certaine utilisation. Donc, par exemple, le concept d'enfant va être soit utilisé pour référer à un enfant particulier dans la saisie spécifique. Dans ce cas-là, l'article me donne comme instruction, l'article défini me donne comme instruction, il y a dans le contexte, soit textuel, soit le contexte situationnel, un élément qui existe et qui correspond à la description fournie par le nom enfant. La description fournie par le nom enfant, ce qu'on entend par là, c'est quelque chose qui correspond à la catégorie enfant. Il y en a un qui est là. Avec l'article défini, il y a ce qu'on appelle une présupposition d'existence. L'article défini véhicule cette présupposition d'existence. Quand vous utilisez un mot avec l'article défini, ça présuppose même que cette chose existe. Alors, existe, pas forcément dans le monde matériel, ça peut être existe dans les représentations. Par exemple, si vous dites, encore une fois, à un enfant, le Père Noël va arriver le 25 décembre, c'est sûr que le Père Noël, vous donnez l'impression qu'il existe, comme entité, mais comme entité dans l'imaginaire, si vous voulez, comme entité imaginaire. Bien, mais n'empêche que vous le présentez comme quelque chose qui existe. Donc, l'article défini, premièrement, donne l'instruction que la chose dont il est question existe, et deuxièmement, va donner une instruction pour savoir comment j'accède au référent désigné par ce nom. Soit j'y accède d'une manière déictique, soit par anaphore, soit c'est de la généricité, donc dans ce cas-là, je ne réfère pas à un enfant particulier, mais à un enfant en général, ou à l'enfant en général, etc., etc. Bon. Tous ces problèmes, là je vous les présente simplement, la question de l'article, donc je vous la présente sous l'angle guillaumien, mais les concepts qu'elle met en œuvre, le concept de généricité, le concept d'anaphore, le concept de deixis, tous ces concepts, ces trois concepts en particulier, sont des concepts qui ont connu toutes sortes de développements dans l'analyse linguistique depuis au moins les années, je dirais, 70, qui font qu'il existe toutes sortes de théories autour de l'anaphore, de la généricité, etc. etc. Là, je ne vous présente qu'un exemple parmi beaucoup d'autres,
mais il y a encore aujourd'hui des gens qui travaillent dans la recherche la plus contemporaine sur comment se construit la généricité, par exemple. Hein. Et ça, c'est typiquement de la sémantique grammaticale. Vous voyez, ça, c'est la sémantique grammaticale autour de la question des déterminants en général. Hein. Là, on voit l'article, mais tous les déterminants sont inclus dans la question générale de la sémantique grammaticale. Alors, autre grand problème de la sémantique grammaticale, le système verbal. Quelle est la valeur des temps, des modes, hein? Alors ça, c'est un autre grand chapitre de la linguistique guillaumienne. Donc Gustave Guillaume a beaucoup travaillé sur l'article, sur le nombre, sur la sémantique grammaticale, donc de la détermination nominale, mais aussi il a beaucoup travaillé sur le verbe. Bon, notamment, je vous rappelle, hein, je vous avais indiqué ce livre « Temps et verbe », qui a été, si vous voulez, la première version de la théorie du système verbo-temporel du français par Gustave Guillaume. Donc on va s'intéresser au français uniquement ici. Alors, comme c'est le cas pour tous les systèmes de la langue, hein, chez Guillaume, le verbe, c'est le résultat d'un processus de construction. Les temps du verbe, les modes, bon, pour l'instant, on ne va pas encore faire la distinction, mais disons que tout ce qui concerne le verbe, former un verbe au présent, à l'imparfait, au futur, au subjonctif, n'importe quoi, c'est le résultat d'un processus. Ce processus, Guillaume le nomme la chronogenèse, la genèse du temps, ou plus précisément, la genèse de la représentation du temps. Je vous l'avais dit d'ailleurs en introduisant le guillaumisme, parce que au fond, c'est à partir de son analyse du verbe que Guillaume a découvert cette importance du temps opératif. Certes, le verbe sert disons, dans notre intuition commune, hein, on sait que le verbe sert à exprimer le temps, tout au moins à situer les événements dans le temps. D'accord ? Par exemple, dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Quand j'utilise un verbe, voilà, ce qu'on a envie de dire, a priori, lorsqu'on parle des verbes, c'est que ça permet de dire si l'action se situe dans le présent, dans le passé, dans le futur. Bon. Pour Guillaume, l'expression du temps, c'est-à-dire dire si le verbe est dans telle ou telle époque, époque passée, époque présente, époque future, l'expression du temps est le résultat d'une certaine représentation du temps, d'un processus de représentation du temps. Or, ce processus de représentation du temps, puisque c'est un processus, il prend lui-même du temps. Hein ? Et le fait que le processus de représentation du temps prenne du temps est exprimé par le concept de chronogénèse. Alors, la chronogénèse, comme n'importe quel processus, là vous en avez une représentation évidemment très simple, c'est un processus qui a un commencement, un moment initial, un milieu, un moment de déroulement, et puis une fin. Ça, au fond, c'est une idée très occidentale, hein, au fond, de ce que c'est qu'un processus. Une idée plus orientale de ce qu'est un processus serait plutôt un cercle avec un truc qui recommence tout le temps. Enfin, je sais pas, c'est une vision très sommaire de l'opposition entre une vision occidentale de ce qu'est un processus et une vision plutôt orientale, mais je ne sais pas, est-ce que vous seriez d'accord avec cette idée ? Qu'un processus, dans la philosophie orientale en général, c'est plutôt quelque chose qui revient, qui recommence, et plutôt que quelque chose qui commence, qui a un milieu et qui s'arrête. Je pense que le changement de langue, c'est pas vraiment qui est toujours dans le même temps et qui
Non, non, mais je ne parle pas au niveau de la langue, là, hein. Je pense simplement au plan de la philosophie de... Qu'est-ce que c'est qu'un processus, en général? Un processus, hein, quelque chose qui... C'est le mouvement qui... Pour moi, le processus, c'est l'acte qui comporte le mouvement et Oui. le changement. C'est l'idée de mouvement, de changement, mais au fond, qui a une certaine, un caractère cyclique quand même. C'est une sorte de cycle. Bon, bref, je passe sur ce point. Mais bon, tout ça pour vous dire que cette représentation de l'axe chronogénétique est une représentation qu'on n'est pas obligé d'accepter, mais qui est quand même cette représentation de l'axe chronogénétique, c'est-à-dire de n'importe quel processus, hein, un processus, quelque chose qui se produit, ça a un début, un milieu, une fin. Bon, c'est vrai que c'est pertinent pour un certain nombre d'événements, mais dans certains cas, la fin est le début d'autre chose, etc., etc. Bon, passons. Donc, la chronogénèse, en tant que processus, vous voyez, va connaître, un petit peu comme dans le système de l'article, plusieurs étapes. Hein. Les étapes, c'est-à-dire les saisies, les interruptions de la chronogénèse, sont appelées des chronothèses. Hein. Une chronothèse, c'est simplement un arrêt, un moment d'arrêt de la chronogénèse. Donc c'est une saisie, si vous voulez. Donc il y a 3 saisies principales dans la chronogénèse. Vous voyez que là, ça n'est pas une représentation sous forme de tenseur, hein, c'est une représentation simplement d'un processus qui est saisi, un processus, disons, représenté ici de manière verticale et qui est saisi de manière horizontale. Donc, une première chronothèse qui correspond au début du processus de chronogénèse, une chronothèse intermédiaire, dite médiale ici, qui va conduire à un deuxième profil, et une troisième chronothèse, c'est-à-dire un troisième moment dans la chronogénèse, qui va correspondre à une troisième étape, à un troisième moment d'élaboration. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que cette chronogénèse, c'est un processus de représentation du temps. Donc, plus elle est avancée, plus ce processus est avancé, plus le temps est construit d'une manière élaborée. Et ce qu'on va voir, disons l'apport théorique de Guillaume sur ces questions, c'est que ces 3 interruptions, ces 3 saisies de la chronogénèse, une saisie au début, une saisie au milieu, une saisie à la fin, eh bien, correspondent au fond aux 3 modes qui existent en français. Ces 3 modes sont les suivants. Le mode dit quasi-nominal, chronothèse 2, le mode subjonctif, chronothèse 3, le mode indicatif. Alors, le mode quasi-nominal, pour Guillaume, regroupe le participe passé, le participe présent et l'infinitif. Participe passé, participe présent et infinitif. Alors, il l'appelle quasi-nominal parce que chez Guillaume, le nom, la notion de nom, comme c'était le cas chez certains grammairiens du XVIIe siècle, inclut l'adjectif. Hein. Pour Guillaume, il y a le nom substantif et le nom adjectif. Bon, c'est une terminologie qui est abandonnée depuis bien longtemps, mais quand il parle de mode quasi-nominal, disons, ça inclut l'idée que les verbes ont des valeurs de nom ou d'adjectif. Et c'est bien le cas de l'infinitif, du participe passé ou du participe présent, hein, qui peuvent très bien fonctionner comme des noms ou comme des adjectifs. Donc c'est un mode. Au mode quasi-nominal, la représentation du temps n'en est qu'à son tout début. Donc on a quoi comme représentation du temps au début? Un temps dans lequel il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Un temps qui est une espèce de magma sans aucune distinction, un tout indivis, une totalité sans distinction passé, présent, futur. Par exemple, si vous voyez sur une porte la formule « frapper avant d'entrer », cet événement, cette action désignée par « frapper avant d'entrer », elle est valable
maintenant, dans le présent, elle était valable avant, elle est valable après. Autrement dit, le verbe à l'infinitif ne dit rien sur à quelle époque se situe l'événement. D'accord ? Le verbe à l'infinitif, il dit simplement que, voilà, il y a une action, et elle est située dans un temps qui n'a pas de frontière entre passé, présent, futur. Un temps qui est global. Ça existe. Hein. Frapper avant d'entrer, ça va être valable à n'importe quel temps, n'importe quel moment, etc. La chronothèse intermédiaire avec le subjonctif, bon, je n'aurai pas le temps de l'expliquer en détail, mais disons qu'elle correspond à l'idée qu'il y a entre au moins le subjonctif présent et le subjonctif imparfait une orientation différente, donc une orientation que Guillaume appelle prospective pour le subjonctif présent et rétrospective pour le subjonctif imparfait. Je vous le signale simplement comme ça, mais je n'ai pas le temps de l'expliquer. Disons que simplement, on va considérer qu'on commence à avoir une certaine représentation du temps ici, mais qui est encore très incomplète, puisque quand vous utilisez un verbe au subjonctif, hein, je ne sais pas, vous dites j'aimerais qu'il vienne, j'aimerais qu'il vienne. Est-ce que la venue est dans le présent, dans le passé ou dans le futur ? Comme c'est un souhait, on imagine que c'est plutôt dans le futur, mais peut-être que ça n'aura jamais lieu. Donc c'est pas vraiment... Bon. Donc vous voyez, il y a un problème avec le subjonctif. On a bien quelque chose d'un peu plus élaboré qu'au mode quasi-nominal, mais on n'a pas encore une distinction claire entre le présent, le passé et le futur. Et au fond, cette distinction claire entre passé, présent et futur, elle n'est obtenue qu'à la fin du processus de la chronogenèse, à l'indicatif. Hein. Il n'y a qu'à l'indicatif que les trois époques, passé, présent et futur, sont distinguées. Alors, vous voyez que on va entrer dans le détail ensuite du mode indicatif, mais vous voyez déjà que on a ici une théorie très claire de ce que c'est qu'un mode. Des modes, il n'y en a pas 36 000. Il y en a 3 en français. Il y en a 3, et chaque mode correspond à un stade de développement de la représentation du temps. Premier stade, aucune distinction des époques, etc. Deuxième stade, orientation prospective, rétrospective. Troisième stade, discrimination de 3 époques, passé, présent, futur. Oui, c'est ça, un mode pour Guillaume. Donc, ce qu'on peut remarquer, par ailleurs, c'est que plus la chronogenèse avance, plus le nombre de formes existant est élevé. Au mode quasi-nominal, on n'a que 3 formes. Hein. Si on exclut, je n'ai pas noté les formes composées. Au subjonctif, on a le subjonctif présent plus le subjonctif imparfait, qui comprennent 6 formes chacun, hein, plus les formes composées. Et à l'indicatif, on a le présent, le passé simple, l'imparfait, le futur, le conditionnel, plus toutes les formes composées. Donc, plus l'image du temps se développe, plus le nombre de formes est important quantitativement. Donc la richesse sémiologique, c'est-à-dire la richesse des formes, augmente avec le temps de construction du temps. Vous remarquerez que ici l'impératif n'apparaît pas pour une raison simple pour Guillaume, c'est que l'impératif n'a pas de morphologie propre en français. Les formes de l'impératif sont empruntées soit aux formes de l'indicatif, soit aux formes du subjonctif. Donc à partir du moment où l'impératif n'a pas de forme propre, de morphologie spécifique, pour Guillaume, ça n'est pas un temps en langue. C'est une certaine exploitation en discours de temps qui existe au niveau de la langue. Hein. Mais il n'y a pas, en quelque sorte, de signifié de puissance de l'impératif. En revanche, il y a un signifié de puissance donc des autres temps. Hein. Et bien sûr, des signifiés d'effet.
Alors, donc nous allons reprendre, si vous voulez bien, avec cette citation de Guillaume, extraite de Temps et Verbes. Je la lis avec vous. Cette figuration, donc il s'agit de l'indicatif, cette figuration dont on peut dire qu'elle porte au maximum le panoramisme du temps est la plus achevée, la plus réalisée qu'on puisse concevoir. Mais pour le linguiste et les fins qu'il poursuit, cette image optima du temps est un instrument insuffisant. Son défaut vient précisément de sa perfection. Ce qu'elle offre au regard, c'est du temps déjà construit en pensée. Donc, il vise ici, bien sûr, la séparation des époques. C'est du temps déjà construit en pensée, si l'on peut s'exprimer ainsi, alors que l'analyse demanderait qu'on vit du temps en train de se construire dans la pensée. Il est concevable en effet que pour s'introduire profondément à la connaissance d'un objet, cet objet fût-il le temps, point ne suffit de le considérer à l'état achevé, mais qu'il faut de plus et surtout se représenter les états par lesquels il a passé avant d'atteindre sa forme d'achèvement. Vous voyez que dans la dernière partie de la citation, il y a quelque chose comme un énoncé de la méthode générale suivie par Guillaume. Un énoncé de la méthode générale suivie par Guillaume, c'est-à-dire l'idée que tout objet linguistique, en l'occurrence, pour le connaître, eh bien, il faut le considérer non pas seulement comme il l'est, mais comment il a pu en arriver là. Et pas seulement au plan historique, bien sûr, au plan également des processus mentaux. Alors, l'indicatif va se présenter de la façon suivante. Guillaume va distinguer, on va y revenir longuement, mais c'est la présentation générale, va distinguer deux niveaux, un niveau niveau alpha de l'accomplissement, ou si vous voulez du non accompli, non encore accompli, en accomplissement, il faut comprendre ici, et puis un niveau oméga où il y a de l'accompli dans le procès. Donc un procès, un événement, il peut être soit pas du tout accompli, soit en train de s'accomplir, et puis il peut être aussi accompli depuis un temps plus ou moins long. Bien. Donc deux niveaux, et puis les trois époques. Donc ça c'est l'époque du passé, où sont regroupés le passé simple et l'imparfait. Ça c'est l'époque future, où sont regroupés le futur et le conditionnel. Et ça c'est l'époque du présent, qui est composée de deux éléments, petit alpha, petit oméga, qui sont appelés par Guillaume des chronotypes. Alpha désigne une particule de pur présent, si vous voulez, et oméga, une particule de passé. L'idée de ce concept de présent chez Guillaume, c'est l'idée que le présent est en quelque sorte un point intermédiaire entre le passé et le futur. Un point intermédiaire qui est presque au bord de l'effacement, si vous voulez. C'est-à-dire que le présent, on peut le voir comme le point d'inversion où ce qui était futur devient du passé. Vous voyez, par exemple, si vous imaginez 2 secondes devant vous, c'est du futur, ces 2 secondes. Mais 3 secondes après, ces 2 secondes qui sont devant vous vont devenir du passé. Et donc, ce futur s'est converti en passé à un moment donné, au fil du déroulement du temps, et le point de conversion du futur en passé, c'est le présent. D'accord ? Donc, il y a dans le présent, dans le signifié de puissance du présent, cette idée que c'est une espèce d'interface, on dirait aujourd'hui, de point de contact ou de point d'inversion entre le passé et le futur, mais ce point dans une conception, dans la conception essentielle du présent, c'est donc un pur point qui n'a pratiquement aucune épaisseur, c'est juste le point d'inversion. Au fond, il n'y a presque pas de présent, il n'y a que du passé et du futur, et ça s'inverse
sur le point du présent. Mais ce présent, il peut avoir une certaine largeur. C'est-à-dire qu'à partir de sa conception comme pur point d'inversion, dans les langues, on a développé l'idée d'un présent qui occupe de l'espace entre le passé et le futur. Donc, dans la conceptualisation du présent, chez Guillaume, on aura cette idée que le présent tend vers le minimum d'étroitesse, enfin le maximum d'étroitesse, pardon, il est le plus étroit possible, quitte à devenir un simple point d'inversion, mais il peut être plus large. Cette idée que le présent tend vers la plus grande étroitesse est dite par Guillaume à partir du mot sténonome. Le présent est sténonome, il tend vers la plus grande étroitesse. Bien, j'y reviendrai tout à l'heure lorsqu'on examinera toutes les valeurs d'emploi du présent. Donc, vous voyez que alpha et oméga apparaissent en lettres grecques minuscules comme désignant des parcelles une parcelle de présent, une parcelle de passé, et que ce passage-là, c'est le passage de l'accomplissement. Vous voyez, quand je disais tout à l'heure, vous avez 2 secondes devant vous, et ça devient du passé, ce futur de quelques secondes devant devient du passé, quand ça devient du passé, c'est que quelque chose s'est accompli. Du temps a passé, quelque chose s'est accompli. D'où le fait que les chronotypes alpha et oméga correspondent également à la distinction des 2 plans entre le non accompli ou ce qui est en accomplissement et l'accompli. Bien. Voilà pour le plan purement théorique. Maintenant, il va falloir expliquer pourquoi le passé simple et l'imparfait correspondent à 2 niveaux, niveau alpha, niveau oméga de l'époque passée, et le futur et le conditionnel à 2 niveaux, niveau alpha et niveau oméga du futur. Là aussi, surtout pour la distinction entre l'imparfait et le passé simple, c'est une distinction extrêmement difficile à manier spontanément lorsqu'on n'est pas francophone natif. Apprendre le français, c'est aussi apprendre quand est-ce qu'on emploie le passé simple et quand est-ce qu'on emploie l'imparfait, sachant que le passé simple est peu employé bien sûr dans la langue orale, mais il est évidemment très employé à l'écrit, en particulier dans les récits. Bon. Donc, l'explication de la différence de vision du temps, parce que c'est compliqué d'expliquer ça. Quelle est la différence entre il marcha et il marchait? Les 2 sont dans le passé. Mais comment on va expliquer la valeur particulière qu'a il marcha par opposition à la valeur particulière qu'a il marchait? Et ça, c'est typiquement un problème de sémantique grammaticale. Parce que c'est la variation a est, donc la variation du morphème de temps, qui va donner une instruction différente sur la façon de concevoir le procès. De la même manière que tout à l'heure, les articles donnaient des instructions sur des façons de concevoir le référent désigné par le nom. Là, les temps du verbe nous donnent des instructions sur la façon de concevoir le procès désigné par le verbe. De même, vous remarquez que le conditionnel apparaît bien comme un temps de l'indicatif. Ça a été une idée parfois un petit peu difficile à faire accepter dans la tradition grammaticale en France. Maintenant, les nomenclatures grammaticales officielles qui sont en vigueur dans les collèges et les lycées indiquent bien que le conditionnel est un temps de l'indicatif. Pendant longtemps, on a enseigné que le conditionnel était un mode. Et aujourd'hui, on a très peu d'arguments pour défendre encore cette idée-là. Pourquoi cette organisation symétrique? Vous voyez qu'on a une symétrie par rapport au présent entre passé simple, imparfait, futur et conditionnel. Eh bien, cette symétrie, Guillaume en voit une preuve dans la morphologie, et en particulier dans la morphologie des verbes du premier groupe, qu'on appelle les verbes en ER, comme chanter, danser, etc. Bien. Cette morphologie, elle est évidente quand on regarde chantait un passé simple, chantait imparfait, chanterait futur, chanterait conditionnel. Vous voyez qu'on a pour le passé une opposition entre le morphème AI et le morphème AIS,
Et pour le futur, on a la même opposition, donc qui pour Guillaume est une preuve du fait que le passé simple et le futur appartiennent à un même niveau, hein, et que l'imparfait et le conditionnel appartiennent aussi à un autre niveau, mais le même, tous les deux. Et puis, on a cette distinction entre le passé et le futur qui est marquée par le R, qui est donc, pour Guillaume, un morphème de futur. Bon. Donc, vous voyez que ici, on a cette idée que la morphologie, la forme, ce que Guillaume appelle la sémiologie, est un reflet de l'organisation systématique de la langue, de ce qui est caché dans la langue, qui n'est pas directement observable, mais qui serait l'organisation en système. Alors, voyons maintenant chaque temps, l'un après l'autre, pour comprendre comment cela fonctionne. Donc, le signifié de puissance du présent, je l'ai déjà dit, c'est un ensemble, disons, une combinaison de deux chronotypes, alpha et oméga, autrement dit, d'un chronotype de présent et un chronotype de passé. Par rapport à ce signifié de puissance, plusieurs signifiés d'effet sont possibles. Les signifiés précoces vont retenir alpha seulement et ne vont pas retenir oméga. Donc, les signifiés d'effet précoces vont se situer uniquement sur le niveau alpha. Les signifiés d'effet intermédiaires vont inclure alpha et oméga, et les signifiés d'effet tardifs vont retenir uniquement oméga. Ouais, c'est ça l'idée générale. Vous voyez qu'on a une grande cohérence dans le raisonnement et la façon de présenter les choses. Donc, la question ici, c'est un petit peu comme, si vous voulez, tout à l'heure, on avait une explication pour comprendre pourquoi le même mot, le même article le, pouvait avoir une valeur très générale, une valeur très particulière. Là, on va avoir une explication qui va nous permettre de comprendre comment s'organisent toutes les valeurs du présent. Le présent, en français, peut avoir toutes sortes de valeurs. Hein, et comment les organiser, ces valeurs, au lieu juste de donner une liste, eh bien, oui, là, on a une explication. Donc, première saisie, la saisie uniquement sur alpha. Si le chronotype alpha est retenu, puisque alpha est le chronotype de futur, on va avoir des valeurs du présent qui vont avoir un sens de futur, qui vont être liées au futur, d'une façon ou d'une autre. Alors là, il faut distinguer deux types de valeurs, des valeurs temporelles et des valeurs modales. Les valeurs temporelles sont liées au rôle de l'indicatif qui est de situer le procès dans les époques. Et les valeurs modales sont des valeurs d'un tout autre type qui ne concernent plus du tout les époques. Donc d'abord les valeurs temporelles. Lorsque vous dites, c'est ce qu'on appelle parfois le présent d'imminence, j'arrive dans un instant, ça veut dire que l'événement d'arrivée, il est dans le futur. D'accord, hein, vous n'êtes pas là. Donc vous voyez bien que vous avez un présent qui a une valeur de futur. Vous pouvez même avoir un avenir plus lointain. Cette année, il passe la maîtrise et l'an prochain, il se présente à l'agrégation. C'est un présent qui a une valeur de futur. Comment expliquer cela? Eh bien parce que c'est un présent construit uniquement sur le chronotype alpha. Ensuite, vous avez des valeurs modales, donc, qui sont les valeurs d'éventualité et l'emploi qu'on appelle exhortatif. Valeur d'éventualité, si tu viens me voir, dis-le-moi, en contexte, disons, hypothétique, et l'emploi exhortatif, disons, un peu impératif, si vous voulez, tu viens. Ce n'est pas l'impératif, l'impératif ce serait viens. Et vous voyez bien sûr que ces deux emplois, qui là n'inscrivent pas le procès dans l'époque présente, contrairement aux emplois temporels, ces emplois n'inscrivent pas le procès dans l'époque présente, mais leur valeur, qui est donc dite modale parce qu'elle n'est pas temporelle, leur valeur est liée à l'idée que
on a un présent formé sur le futur, sur le chronotype alpha, l'éventualité étant évidemment liée au futur, et l'emploi exhortatif, donc l'ordre, on espère que l'ordre va se réaliser, donc c'est également lié au futur. Deuxième signifié d'effet, le signifié d'effet par saisie médiane, où, à la différence de tout à l'heure, où ce signifié d'effet était conçu uniquement sur le chronotype alpha de futur, ici on a un signifié d'effet formé sur les deux chronotypes alpha et oméga. Et c'est là qu'on va avoir des effets de sens correspondant à un présent plus ou moins large. Le présent le plus étroit, c'est le présent des énoncés performatifs. Quand le président d'un tribunal dit « la séance est ouverte », le fait qu'elle soit ouverte, l'événement qu'elle soit ouverte, coïncide exactement avec le moment où le président dit cette phrase. C'est typiquement ce qu'on appelle le verbe performatif. C'est un présent qui peut difficilement être plus étroit. Ensuite, vous avez le présent des verbes perfectifs qui est plus étroit que le présent des verbes imperfectifs, tout simplement parce que vous savez bien que une des distinctions entre les verbes perfectifs et les verbes imperfectifs, c'est qu'on ne peut pas utiliser la périphrase « être en train de » avec les verbes perfectifs. On peut difficilement dire « la bombe est en train d'exploser ». En général, l'événement est vu comme étant atteint. Je ne développe pas cette opposition perfectif-imperfectif. Ensuite, vous avez le présent itératif, donc le présent de répétition, chaque jour, Pierre boit une bière au café. Le présent omnitemporel, donc qu'on appelle aussi parfois gnomique, qui est donc une espèce d'extension de l'emploi itératif. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Alors c'est la pierre, c'est pas le Pierre qui a bu trop de bière et qui du coup roule. On a ici un présent qui vaut pour n'importe quelle époque. Donc vous voyez qu'on est passé d'un présent très très étroit à un présent très large, ce qui est possible grâce à ce double chronotype. On a là uniquement des valeurs temporelles. Et enfin, les signifiés d'effet par saisie tardive, où seul le chronotype oméga est retenu. Première valeur, le présent dit égressif, avec plutôt un verbe perfectif. Il sort d'ici. Alors, il faut imaginer le contexte. Quelqu'un vous dit « Est-ce que tu as vu Pierre ?» « Ah, il sort d'ici. » C'est-à-dire, il vient de sortir. Donc, il est déjà sorti. Donc, l'événement a déjà eu lieu. C'est pour cette raison que l'événement de sortie a déjà été accompli. D'où le fait que ce soit un présent construit sur oméga. Et puis, le présent historique, où il y a un décalage général du repère temporel. Exemple d'une fable de La Fontaine, la tortue écouta la proposition, marche est fait, les oiseaux forgent une machine. Bien. D'accord, donc vous voyez que, je dis cela pour ceux d'entre vous qui allez passer les concours, vous voyez qu'avec un type d'explication de ce genre, on dispose d'un schéma, si vous voulez, d'un schéma de classification assez simple, facile à mémoriser, pour classer tous les emplois du présent. Et pour les présenter d'une manière un peu cohérente, logique. Et comme ça fait partie, si vous voulez, des questions type du CAPES ou de l'agrégation, étudier les valeurs du présent dans le texte. Vous avez un extrait, on vous demande d'étudier les valeurs du présent. Voilà, comment vous faites si vous n'avez pas un modèle au moins qui vous permet de classer les choses. Bon, après, on peut, du point de vue strictement linguistique, on peut contester un certain nombre de choses, etc. On n'a pas le temps, évidemment, d'entrer dans les détails. Alors, cette présentation du présent vous montre qu'en fait, il y a deux grands types de saisie qui comptent. Une saisie qui est plutôt précoce et où il n'y a pas du tout d'accompli, et puis une saisie tardive qui implique au moins une synthèse d'accompli et d'inaccompli, ou alors que de l'accompli. Donc, cette
vous voyez, cette distinction des niveaux alpha et oméga, ici, elle se traduit donc, comme je le disais tout à l'heure, sur les deux plans de l'indicatif, hein, le niveau A qu'on appelle aussi d'incidence, et le niveau alpha, pardon, qu'on appelle aussi d'incidence, et le niveau oméga qu'on appelle de décadence, qui permet donc d'expliquer la distinction des deux passés et des deux futurs. Alors, voyons donc comment ça se passe globalement au niveau de la distinction entre les deux passés et les deux futurs, et ensuite on verra dans le détail chacun de ces quatre temps. Alors, d'abord, pour l'imparfait et le passé simple. Ce qui se passe avec l'imparfait, c'est qu'on a les deux chronotypes alpha et oméga qui sont transposés dans le passé avec l'imparfait, mais seul le chronotype alpha est transposé dans le passé pour le passé simple. D'où deux visions différentes du passé qui peuvent se dire de la façon suivante. Là, je cite donc dans les verbes, la phrase « Pierre marchait » signifie que Pierre marchait déjà depuis un temps aussi court ou long qu'on voudra, et qu'il marchera encore pendant un temps aussi long, court qu'on voudra. Ça veut dire que Pierre marchait, il y a de l'accompli derrière, il a commencé à marcher avant, et puis il y a du encore non accompli. Donc on voit bien que dans Pierre marchait, il y a à la fois de l'alpha et de l'oméga situés dans le passé. Bien. Au fond, mais ça c'est une idée supplémentaire, le procès est envisagé comme conversion d'inaccompli en accompli. Et à ce titre, l'imparfait, c'est l'équivalent du présent dans le passé. Un peu les mêmes genres de valeurs. Pour utiliser une métaphore, dans le passé, avec l'imparfait, vous êtes dans la forêt, hein, vous promenez dans la forêt, il y a de la forêt devant, derrière, mais vous êtes au milieu de l'événement, en quelque sorte. Hein. Et on va voir qu'avec le passé simple, c'est comme si vous aviez la forêt vue d'avion, vous voyez le début et la fin. Avec l'imparfait, on ne voit pas le début et la fin. Et dire qu'on est dans l'accomplissement, ça veut dire qu'on ne sait pas quand ça a commencé, on ne sait pas quand ça va finir. Donc, c'est pour cela que je dis on est dans la forêt, vous êtes au milieu des arbres, il y en a devant, vous avez marché depuis un certain temps, il y en a derrière vous, etc. Avec le passé simple, on verra, le procès est vu comme un tout, avec le début et la fin. Donc, la forêt vue d'avion. Dans Pierre marcha, la formule marcha ne permet pas à l'esprit de diviser marcher en deux parties, l'une accomplie, l'autre inaccomplie. Cette impossibilité de diviser le procès en deux parties, donc c'est une vision qui n'est pas séquente, qui est globale. Donc quand on dit que c'est une autre formulation, ça, l'opposition globale séquent, aspect global, aspect séquent, on dit aspect séquent lorsqu'on a conversion d'accompli et d'inaccompli, et aspect global quand on n'a pas cette conversion, qu'on a le procès vu comme un tout et non pas dans la distinction accompli-inaccompli. Donc, cette impossibilité de diviser le procès en deux parties provient de ce que l'image verbale est au passé simple, véhiculée dans le passé, sur le seul chronotype, j'ai oublié alpha, sur le seul chronotype alpha. Les événements évoqués au passé simple sont présentés en survenance pure, sans rien en eux de révolu. Leur déroulement est vu à partir de leur instant initial et en direction de leur instant final, c'est-à-dire selon une image prospective. Ça, c'est une citation de Moignet dans la systématique de la langue française. Je ne sais pas si je vous ai parlé de ce livre. Moignet, c'est un des disciples de Guillaume, peut-être celui qui a développé de la manière la plus proche de ce que Guillaume pensait lui-même son modèle. Et il y a ce livre systématique de la langue française qui est une présentation absolument remarquable de la linguistique de Gustave Guillaume, appliquée au français. Alors, pour le futur et le conditionnel, on va avoir la chose suivante. Alors, là, l'idée de base, c'est que dans le futur, il y a nécessairement une part d'hypothèse. Hein. Donc, dans le futur en général, que ce soit futur ou conditionnel. Alors, au niveau d'incidence, donc, on va voir la même chose, hein, que de la même manière que le passé simple était formé sur le niveau alpha
et l'imparfait sur alpha et oméga, on va avoir futur construit sur alpha, conditionnel sur alpha oméga. Le futur simple de niveau d'incidence, ou comprendre de niveau alpha, construit sur le chronotype alpha, correspond alors à une représentation de l'avenir tel que celui-ci est vu se développant d'une façon prospective à partir de la partie future du présent. Donc, vous voyez, extérieur au présent vrai qui contient alpha et oméga, donc c'est pour ça que j'ai représenté ici le futur, extérieur au présent vrai à partir de alpha. Il n'y a pas d'accomplissement, donc tout est vu en prospectif, tout est vu devant. Alors que pour le conditionnel, qui intègre les deux chronotypes, alpha et oméga, en tant qu'il est au niveau de décadence, il est d'une certaine manière intérieur au présent, donc c'est pour ça que je le représente à partir de là. Exemple, alors que vous réussirez, j'aurais dû mettre ça en italique, signifie vous réussirez dans un avenir proche ou lointain, vous réussiriez signifie vous réussiriez dans le présent, hein, si vous réussiriez s'il y avait telle ou telle condition. Bien, alors on voit bien aussi en quoi le conditionnel est un temps de l'indicatif lorsqu'on considère un temps de l'indicatif qui est un futur, si vous voulez, à partir du passé. Il dit qu'il reviendra un jour, il disait qu'il reviendrait un jour. Hein, donc c'est la transposition au passé du futur qui est dans la subordonnée ici, qui devient un conditionnel, mais vous voyez que la différence entre les deux phrases, c'est simplement que le point de départ, il dit qu'il reviendra un jour, le point de départ est donc à partir du présent, hein, tandis qu'il disait qu'il reviendrait un jour, le point de départ est à partir du passé. Donc, au fond, le conditionnel, ce n'est pas un futur du passé, c'est un futur à partir du passé. Alors maintenant, si on examine les signifiés des faits de chaque temps, pour le passé simple, on peut distinguer, mais là c'est une présentation qu'on peut compléter, mais je donne ici les éléments principaux. La traduction de l'événement passé dans son unicité, vous voyez par exemple, Louis XIV régna 72 ans. Louis XIV régna 72 ans. Vous voyez que l'idée c'est que on prend le règne de Louis XIV comme un tout. Si vous utilisez une phrase, si vous utilisez l'imparfait par exemple en disant Louis XIV régnait lorsque Molière écrivit ses premières pièces, bon, vous dites que Louis XIV régnait peut-être avant, il continuait de régner après, vous voyez, par rapport à régna. Par ailleurs, vous voyez bien avec cet exemple, Louis XIV régna 72 ans, qu'on ne peut en aucun cas, comme on le disait parfois, peut-être vous avez déjà entendu ça dans la tradition scolaire, que le passé simple est ponctuel. Hein, vous avez déjà entendu ça peut-être. Vous voyez bien que on ne peut pas dire ça. 72 ans, c'est un gros point quand même, hein, du point de vue temporel. Bon, donc on a donc un événement vu comme un tout, comme une chose unique. Bien. Mais on peut réduire ce temps à quelque chose de beaucoup plus étroit. Hein. La voiture s'écrasa contre un platane. Là, effectivement, on a aussi l'événement de s'écraser qui est vu comme un tout, sauf que la durée interne du procès, liée au sens du verbe s'écraser, est plus petite. Bon, traduction de l'événement passé comme appartenant à une série d'événements comparables. Exemple, il voyagea, il connut la mélancolie des paquebots, il revint, c'est une faute de frappe, il revint, il fréquenta le monde. Bon. Vous voyez que ici, lorsqu'on juxtapose ces verbes au passé simple, on a une succession d'événements.
Pourquoi? Parce que, encore une fois, le passé simple inclut les limites du procès, comme il inclut les limites de début et de fin du procès. Comme on voit le procès comme un tout, on voit le point de début et le point de fin. Bien. Si vous avez une série de verbes à l'imparfait, au lieu d'être au passé simple, ça ne marche pas du tout de la même façon. Une série de verbes à l'imparfait signifie que tous les procès ont lieu un peu en même temps. Hein. Par exemple, si vous comparez il entra chez lui, alluma la télévision et se servit une bière, on a bien une série de 3 événements qui se succèdent. Et si vous dites il était chez lui, il regardait la télévision, il buvait une bière, ce ne sont pas du tout des événements successifs. Ce sont des événements qui ont lieu à peu près en même temps, on ne sait pas trop, mais c'est normal, puisque à l'imparfait, on ne sait pas quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Bon, traduction de l'événement passé comme se détachant sur un arrière-plan, traduit par l'imparfait. Passé simple de répétition, hein, également, il mangea 3 fois du gâteau. Emploi gnomique, donc là aussi on peut avoir une répétition réitérée sans cesse dans le passé. Hein. Un repas réchauffé ne valut jamais rien. Voilà pour les valeurs du passé simple. Pour l'imparfait, comme on a, comme dans le cas du présent, un temps qui est non pas construit seulement sur le chronotype alpha, mais sur alpha et oméga, on va avoir des signifiés d'effet qui vont dépendre du fait que le signifié retient uniquement alpha, alpha et oméga, ou que oméga. Donc, si on a oméga qui tend vers 0, on aura une valeur de ce type-là au moment de son abdication. Édouard VIII régnait depuis quelques mois seulement. Donc, là, si vous voulez, ce qui reste à accomplir n'existe pas, hein, puisque la phrase indique que c'est au moment de son application. Deuxième cas de figure, alpha et oméga, une partie du procès est accomplie, l'autre reste à accomplir. Bon, exemple, quand j'entrais, Pierre lisait, etc. Lorsque oméga tend vers 0, on a donc une prépondérance de la partie prospective. Le lendemain, je recevais une lettre de mon frère. Vous voyez que c'est curieux parce que on se situe dans le passé, hein, mais avec l'imparfait, on peut évoquer quelque chose qui est quasiment dans le futur. Lorsque carrément oméga est égal à 0, on a l'irréel du passé, sans toi, il se noyait. Hein. Là, l'événement de se noyer n'a pas eu lieu. C'est l'irréel du passé. Encore une fois, hein, c'est un résumé des valeurs principales. On peut trouver toutes sortes de valeurs de l'imparfait peuvent être développées. Maintenant, les valeurs modales, qui sont importantes pour l'imparfait et qui comme de la même manière que pour le présent, sont sollicitées lorsque l'imparfait ne sert plus à inscrire le procès dans le temps des époques. Alors, vous avez des valeurs modales dans l'ordre logique pour exprimer les conditionnels. Hein. S'il était là, il te répondrait. S'il venait demain, il te répondrait. Donc, irréel du présent, irréel du futur. Ensuite, dans l'ordre affectif, vous avez la valeur de politesse, la valeur hypochoristique. Hein. Donc là, l'idée, c'est que lorsque vous dites « je venais dire à madame que le dîner était servi », vous utilisez l'imparfait pour créer une sorte de distance temporelle, un éloignement qui est une marque de déférence et de distance à l'égard de l'interlocuteur. La valeur hypochoristique, hein, il était bien mignon, le gros bébé.
Donc on peut dire que dans tous ces cas, il y a une sorte de moindre actualisation du procès. Hein, je ne commente pas tout dans le détail parce qu'il nous reste peu de temps, donc vous lirez cela tranquillement chez vous. Pour le futur, alors pour le futur maintenant, l'idée, alors ici je vais utiliser un auteur qui connaît très bien Guillaume, qui est un ancien professeur de la Sorbonne qui est émérite et qui est maintenant à la retraite, Robert Martin, qui pour une logique du sens a travaillé sur le système verbal selon Guillaume, et il propose pour le futur et le conditionnel une théorie où la tension mise en jeu serait entre un maximum d'hypothèses et un minimum d'hypothèses. Donc on va voir que le futur, c'est un mouvement qui va du maximum d'hypothèses au minimum d'hypothèses, et on verra que le conditionnel, ça marche dans l'autre sens, du minimum d'hypothèses au maximum d'hypothèses. On distingue les emplois modaux et les emplois temporels. Alors faites attention, là mes numéros ils sont un petit peu décalés, hein. Le 4 va là, le 5 va là. Donc pour le futur, vous avez d'abord des emplois modaux, avec donc une exploitation positive du contenu modal dans le futur d'atténuation du type « je vous avouerai que, je vous dirai que », dans le futur d'indignation du type « quoi, ces gens se moqueront de moi », dans le futur conjectural, Françoise Lépuy, pour qui donc a-t-on sonné la cloche des morts, hein. Donc dans les trois cas, ce ne sont pas des faits futurs en fait, l'événement a lieu, ce sont des faits passés ou présents, hein. Je veux dire, quand on dit « je vous avouerai que », l'événement d'avouer, il est présent en réalité. Mais il y a quelque chose, si le futur est en jeu, il y a quelque chose qui joue sur l'illusion du fait que ce qu'on est en train de faire est encore de l'ordre du possible, est lié au possible. Deuxième série d'emplois modaux pour la seconde saisie, donc on se rapproche, hein, comme vous voyez ici, on se rapproche du minimum d'hypothèses, peu à peu, hein, le contenu d'hypothèses diminue. Donc là, on a le futur volitif, vous renverrez le récépissé, le futur de promesse, je reviendrai. Troisième saisie, une exploitation négative du contenu modal, donc à nouveau la charge d'hypothèse se réduit, futur des prophéties, le temps viendra où, futur gnomique, on ne sera jamais assez sévère avec les voleurs. Et enfin les emplois temporels. Dans les emplois temporels, on approche du maximum de certitude, hein. Alors, certitude non absolue, Pierre viendra ce soir, bon, il me l'a dit, je suis presque sûr, et tout, il viendra ce soir, mais certitude absolue, si je dis bon, dans ma phrase, c'est dans 10 minutes, il sera 5 heures, mais si je dis dans 1 minute, il sera 12h47, ben, c'est sûr, ce que je dis, c'est une certitude absolue, hein. Donc, vous voyez que, futur des historiens, même chose. Donc, vous voyez qu'avec le futur, on a ce développement des valeurs en fonction de choses très très hypothétiques, hein, jusqu'à des choses où l'hypothèse est presque nulle. Alors pour le conditionnel, comme je vous le disais, le mouvement est inverse, on part du minimum d'hypothèses au maximum d'hypothèses. Alors bon, on a des saisies temporelles avec le conditionnel temps, hein, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure. Il m'a dit qu'il rentrerait à midi, il ne savait pas qu'il rentrerait à midi. Parfois, on n'a pas besoin de la corrélation avec une subordonnée, hein. Il rentrerait à midi, se disait-il, c'est le discours indirect libre. Deuxième saisie, un peu plus d'incertitude. Cette fois-ci, il y a ce que Martin appelle un changement d'univers. En fait, ce qui est pris en considération, c'est l'idée que quelqu'un sait peut-être la chose, qu'il y a un univers dans lequel, un univers de pensée, si vous voulez, hein, bien que la théorie à laquelle Robert Martin fait allusion est une théorie qui se base sur quelque chose de plus de logique, qui est la logique des mondes possibles. Mais bref, passons, si vous voulez, dans le cas du conditionnel de l'information incertaine, on dit par exemple Monsieur X passerait à Lyon avant de se rendre quelque part.
ou alors dans le conditionnel de l'interrogation rhétorique « et il serait à Paris », la question c'est que peut-être quelqu'un le sait mais pas vous. Donc le conditionnel est causé par le fait qu'il y a une sorte de distinction entre votre univers de croyance et un autre univers de croyance. Même chose pour le conditionnel dépréciatif. Enfin, dans le conditionnel des mondes possibles, ici, vous avez presque un monde imaginaire qui s'ouvre. Et vous avez ça dans le conditionnel en relative, le conditionnel dit de l'imaginaire, de l'illusion, etc., etc. À chaque fois, donc, le procès est un pur possible, ce possible pouvant être considéré de diverses manières, comme un possible de l'imaginaire, un possible de l'éventualité, tu pourrais te faire mal, si tu continuais, tu pourrais être possible si tu le voulais. Mais voyez que là, on n'est plus, comme dans le cas précédent, sur l'idée que le conditionnel est causé par un écart entre deux univers de croyance, l'univers de croyance de celui qui parle et à qui il manque des informations, et un autre univers de croyance qui est peut-être quelqu'un qui connaît l'information. Ici, la distinction, la justification du conditionnel est fondée sur l'intervention du concept de possible. Alors au total, donc si on regroupe tous les emplois là qui sont énumérés, on obtient un schéma comme ça qui vous donne toutes les valeurs du futur et du conditionnel. Et finalement, pour l'indicatif, on a cette représentation ici complète, qui est donc une représentation ici du mode quasi-nominal, avec l'infinitif, le participe présent et le participe passé, où vous voyez que l'infinitif est en pure survenance, que le participe présent c'est en accomplissement, et le participe passé c'est de l'accompli. Manger ER, manger à l'infinitif, c'est du non accompli, mangeant, en mangeant, etc., c'est une partie d'accompli, une partie non accomplie, et manger, il a mangé, c'est complètement accompli. Donc si vous voulez, là vous avez le niveau alpha, alpha, oméga, oméga. Ensuite le subjonctif, là j'en ai peu parlé, mais disons orientation rétrospective pour l'imparfait du subjonctif, orientation prospective pour le présent du subjonctif. Donc à ce premier stade ici, il n'y a pas de séparation présent, passé, futur. La distinction entre participe présent, participe passé, infinitif est une pure distinction d'aspect par rapport à l'aspect accompli, non accompli. Et puis au présent, le présent très étroit mais qui peut être plus large, on a la distinction des époques, époque passée, époque future, et puis donc nos deux niveaux, alpha et oméga, pour le passé simple, qu'il appelle ici le prétérit défini, mais ça veut dire la même chose, passé simple, imparfait, futur catégorique c'est le futur simple, futur hypothétique c'est le conditionnel. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc je vous rappelle que la semaine prochaine, nous avons une séance de révision. Je n'apporterai pas d'éléments nouveaux. Là, vous pouvez considérer que le programme du semestre est clos. Donc ça inclut aussi la séance d'aujourd'hui. Évidemment, c'est une séance très dense par rapport à d'autres. Il y a beaucoup d'informations, mais comme certaines séances ont été moins denses, eh bien, au total, ça fait un équilibre. Donc préparez bien tout, révisez bien tout votre cours pour la semaine prochaine, et on passera le temps qu'il faudra, les 2 heures si nécessaire, moins si ça n'est pas nécessaire, à répondre à toutes les questions que vous avez. Je réexpliquerai tous les points. Voilà, à la semaine prochaine.